Bonjour à toutes et à tous. Les principaux titres de ce 13h au Bénin. Nous sommes en période de froid à Cotonou et un peu partout au Bénin. Les vendeurs de pulls connaissent une augmentation de la demande. Pour se protéger, les populations se ruent sur les blousons d'occasion. Dans ce journal, nous irons à la rencontre des vendeurs de pulls du marché de Missebo pour constater l'ambiance qui prévaut chez eux en cette période d'hiver au Bénin. Permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la population, édition 2025. Le programme des Nations Unies pour le développement attire l'attention sur les enjeux liés à la croissance démographique. Et puis célébration des noces de perles de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les membres de l'institution mûrissent leurs réflexions sur la régulation médiatique des élections à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est à travers un colloque international qui a réuni les acteurs du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Difficile ces derniers jours de sortir de chez soi sans prendre ses dispositions pour se mettre dans un premier temps à l'abri de la pluie, puis se protéger de la fraîcheur. On le voit en circulation à Cotonou, à Bomé-Calavi environ. Les accoutrements changent, surtout quand on est à moto ou à pied. Qu'en est-il alors des vendeurs de pulls et d'imperméables? C'est sans doute le moment béni pour ces derniers avec des vêtements dont les prix augmentent au fur et à mesure que l'intensité de la fraîcheur monte. C'est un reportage signé Idrisso Boukaré et Henri Ganti. Depuis quelques jours, une fraîcheur inhabituelle s'installe sur une bonne partie du pays. À cela s'ajoute la fine pluie qui arrose ville et campagne, annonçant l'arrivée imminente du mois d'août pour la grande saison pluvieuse dans le nord du Bénin. À Cotonou, à Bomé-Calavi et environ, ce changement de température change également les habitudes vestimentaires. Objectif, se protéger de la pluie grâce aux imperméables et de la fraîcheur avec des pulls. Ouais, vraiment, on sent vraiment la fraîcheur. Il fait trop frais. Et moi, je suis venu dans le marché pour acheter chez mon ami là. Au marché de Missebo, le plus grand marché de friperie au Bénin, l'affluence est bien renforcée. Les points de vente des pulls, gilets, vestes et imperméables sont pris d'assaut. Les commerçants, eux, s'en sortent tant bien que mal. Quand il y a la saison chaise, on ne vend pas trop comme ça. Quand il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la fraîcheur, on ne vend pas trop. Mais quand la fraîcheur vient, c'est ça, ça arrive à vendre, on vend un peu le plus. Pour ce truc de vêtements, ça vient et période dans 6 mois. Période de 6 mois. Par exemple, ça a commencé dans ce mois et ça va terminer d'ici 3 mois. La baisse des températures provoque la hausse des demandes et donc des prix. Les stocks se vident très vite au même rythme que les dépenses chez les clients. Les pulls prennent de la valeur aux grandes dames de la poche des acheteurs. J'achetais les pulls à 2 500 avant, mais quand je suis venu maintenant, il me dit que les pulls, ça a augmenté de prix. J'ai déballé ça avant-hier. Selon ce vendeur, connu sous le nom de Aziz, cette hausse s'explique aussi par les coûts de production. Mais en réalité, la météo a clairement joué un rôle d'accélérateur. Pourquoi? Avant, on prenait le bal à 100 000, 110 000, mais en période de fraîcheur, les prix explosent, allant jusqu'à 250 000. Dans ce cas, nous augmentons aussi le prix des vêtements. 3 000, 4 000, 5 000. Tu vois, le moment de fraîcheur vient comme ça, en haut là-bas, là où on fait les balles, eux-mêmes complètent le prix. Mais nous qui nous déballons ici aussi, nous aussi, on arrive à compléter un peu pour qu'on puisse avoir nos gains pour manger avec la famille. C'est sans doute une période de bonne moisson dont il faut profiter avant la fin des pluies et la baisse des températures. Aziz et ses amis le savent et multiplient les stratégies de marketing pour vider les commandes le plus tôt possible.
Ce vendredi 11 juillet 2025, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la population, édition 2025, une journée instaurée par le Programme des Nations unies pour le développement en 1989 et qui vise à attirer l'attention sur les enjeux liés à la croissance démographique, à l'urbanisation et à la santé reproductive et aux droits humains. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Permettre aux jeunes de fonder la famille de rêves dans un monde de justice et d'espoir ». Pourquoi ce thème et que peut-on comprendre? Je vous invite à suivre ce récit de Ouliat Sanoussi. La Journée mondiale de la population a été instaurée en 1989 par le Programme des Nations unies pour le développement PNUD suite au cap symbolique des 5 milliards d'habitants atteint le 11 juillet 1987. L'objectif principal de cette journée est d'attirer l'attention sur les questions démographiques et leurs répercussions sur le développement durable. Elle permet également de promouvoir des politiques publiques adaptées et de mobiliser les acteurs internationaux, nationaux et locaux pour une meilleure gestion des ressources et du bien-être des populations. Chaque 11 juillet, la Journée mondiale de la population rappelle l'urgence de penser la croissance démographique non comme une fatalité, mais comme un levier de justice, de développement et de responsabilité collective. Car mieux comprendre la population, c'est mieux construire l'avenir. L'édition 2025 de cette journée est placée sous le thème « Permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir ». Un thème qui rappelle le besoin de garantir aux jeunes les droits, les outils et les possibilités de façonner leur avenir. En cette journée mondiale de la population, nous célébrons le potentiel et la promesse que porte en elle la jeune génération, laquelle n'a jamais été aussi nombreuse. Les jeunes ne se contentent pas de façonner notre avenir. Ils exigent de surcroît que celui-ci soit juste, inclusif et durable. Le thème choisi, permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir, se fait l'écho de la promesse formulée lors de la conférence internationale sur la population et le développement de 1994. Chaque personne a le droit de faire des choix éclairés concernant sa vie et son avenir. Beaucoup de jeunes se heurtent aujourd'hui à l'incertitude économique, aux inégalités de genre, aux problèmes de santé, à la crise climatique et aux conflits. Or, ils montrent l'exemple avec courage, conscience et clairvoyance. Ils veulent des systèmes qui défendent leurs droits et les appuient dans leurs choix. La planète a franchi en novembre 2022 le seuil des 8 milliards d'habitants. En 2025, la baisse du taux de fécondité fait la une des journaux du monde entier. Certains gouvernements mettent en garde contre un effondrement de la population et introduisent des politiques drastiques pour stimuler les naissances. Toutefois, le dernier rapport sur l'état de la population mondiale du Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA, souligne comme problème principal un manque d'autonomie en matière de procréation, notamment chez les jeunes. Des millions de personnes voient en effet leur liberté de choix en matière de procréation entravée. La Journée mondiale de la population, édition 2025, met l'accent sur ce défi en se concentrant sur les jeunes. Je demande instamment au pays d'investir dans des politiques garantissant l'éducation, les soins de santé, le travail décent et la pleine protection des droits en matière de procréation. Restons aux côtés des jeunes pour bâtir un avenir de justice, de paix et d'espoir où chaque personne a la possibilité d'être maître de sa destinée. Pour répondre efficacement aux tendances démographiques mondiales, les dirigeants doivent donner la priorité aux besoins et aux voix des jeunes. Ces derniers ont non seulement besoin de services, mais aussi d'espoir, de stabilité et d'un avenir qui vaille la peine d'être planifié. La Journée mondiale de la population 2025 sera officiellement célébrée à Garoua au Cameroun. En 2024, le Bénin avait célébré cette journée dans la ville de Parakou autour de l'initiative Semaine de la population. Cette année, la célébration est prévue dans la commune de Waké, dans le département de la Donga. Cette journée constitue une opportunité pour les décideurs et les citoyens de réfléchir aux défis liés à la population et d'agir pour un avenir plus équitable et durable.
Et justement, le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration de la Journée mondiale de la population. Le gouvernement béninois y a consacré toute une semaine. Les manifestations officielles vont se dérouler à Ouaké dans le département de la Donga. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio-Tchane qui s'est adressé à la population au micro de Ingrid Day. En fait, nous célébrons cette année, comme tous les ans depuis un certain nombre d'années maintenant, la Journée mondiale de la population. C'est une étape importante pour nous au cours de l'année de nous arrêter pour réfléchir sur l'évolution de la population chez nous et dans le reste du monde, bien sûr. C'est un exercice auquel on a été habitué depuis 1990. Alors cette année, nous allons faire ce que nous avons fait à Savet, à Parakou, à Ouida. Chaque année, nous choisissons une ville de notre pays pour y célébrer. Nous irons cette année à Ouaké, dans la Donga, pour célébrer avec nos compatriotes de ce département de la Donga la population, son évolution, les enjeux, les défis qui sont là et développer un certain nombre d'activités autour de cela, sensibiliser les uns et les autres sur ces enjeux, ces défis et amener les responsables politiques et administratifs de ces communes, de ce département, à réfléchir un peu plus sur cela. Nous avons déjà cette semaine une réunion de la conférence administrative départementale qui a eu lieu. C'est une conférence extraordinaire qui est dédiée exclusivement aux questions de population. Nous avons eu à Ouaké aussi la réunion du conseil communal, extraordinaire aussi, pour réfléchir sur cela. Et d'autres activités communautaires sont développées par le ministère du Développement pour sensibiliser les uns et les autres, donner aussi des moyens d'autonomisation à certaines parties de la population, notamment les femmes et les jeunes. Voilà un peu ce qui est prévu. Et le tout sera couronné le samedi 12 par des manifestations qui vont durer toute la journée. Dans un autre registre à présent, les têtes couronnées et dignitaires des cultes endogènes de Ouessé dans le département des Collines sont désormais plus édifiés sur le contenu du code électoral et autres thématiques. Une séance d'information et de sensibilisation a été organisée à cet effet et a été animée par le ministre conseiller Gilbert Déou Malé, accompagné du maire et certains cadres et leaders politiques de la 10e circonscription électorale. Le rendez-vous a été l'occasion pour entretenir aussi les acteurs culturels sur les mêmes sujets. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. Le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures est allé s'entretenir avec les têtes couronnées ainsi que les dignitaires des religions endogènes. Les discussions ont porté sur le contenu de plusieurs articles du code électoral, notamment ceux qui suscitent des polémiques. En langue locale, Gilbert Déou Malé s'est attelé à expliquer et clarifier à ses hôtes les zones d'ombre qui font objet de débats dans l'opinion publique. Nous avons été religieusement écoutés par nos invités qui ont montrer l'intérêt qu'ils apportent à ce que nous avons fait. En termes donc de ressenti, on a été très satisfait parce que c'est comme si les populations attendaient cette sensibilisation-là. Je pense que nous ne pouvons que remercier le ministre Déou Malé pour cette action qui donne un peu de lumière sur ce que nous devons comprendre à travers ce nouveau code-là. Et comme il a été recommandé aux participants de relayer l'information au niveau de la base afin qu'au niveau de la commune de Ouessé, on puisse s'assurer que le code a été très bien compris. Ces actions, les actions du genre, nous allons souhaiter que ça puisse se répéter. L'initiative de la rencontre est saluée par nombre d'intervenants qui y trouvent l'opportunité de mettre fin à la désinformation et l'intoxication. Les gens ont écouté religieusement tout ce qui a été dit et le mot d'ordre c'est que de leur départ ici, ils doivent servir de tremplin et informer les autres qui ne sont pas venus ici aujourd'hui pour écouter de vive voix ce qui a été dit. Ils doivent faire cette restitution
à la base. Pour ces échanges, la cible a été choisie à dessein. Mobilisateurs et vecteurs de communication, les acteurs culturels étaient aussi de la partie. Outre le code électoral, l'assistance a aussi eu droit à une communication sur l'impact de la diplomatie sur le développement à l'aide de la rupture. Ils ne comprennent pas. Il y a aussi donc les contre-informations. C'est pour ça que nous sommes là, pour leur dire ce qu'il faut et ce qu'il y a réellement. Cet événement n'est pas seulement à Ouessé, nous allons le faire aussi à Savet et à Glazoué. Divulguer les informations, donner le contenu du code électoral. Saisissant l'occasion de cette descente, l'autorité ministérielle et sa suite ont honoré de leur présence au lancement du tournoi organisé par l'Union pour le développement de la commune de Ouessé. L'idée est d'encourager les jeunes de la localité à la pratique du sport. On revient à Cotonou. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication célèbre cet entente de vie. À cette occasion, l'institution de régulation des médias a organisé un colloque international basé sur le thème régulation médiatique des élections à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce conclave a rassemblé les membres du réseau des instances africaines de régulation et de la communication et a pour but justement de proposer des stratégies pertinentes pour une régulation efficace et équilibrée adaptée aux médias classiques et aux plateformes numériques pendant les élections. Hugues Vingbe et Henri Kanti. C'est un sommet du RIAC qu'organise la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour marquer d'une pierre blanche son jubilé de perles, l'événement étant rehaussé par la présence des régulateurs de médias de l'institution régionale. Édouard Loko et ses pairs surfent sur cette célébration et la période préélectorale avec laquelle elle coïncide au Bénin pour réfléchir sur la régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, un instrument dont la prolifération est considérée ici comme une menace. Les prochaines élections générales prévues pour janvier et l'élection présidentielle prévue pour avril prochain ne se passeront pas forcément comme les autres parce qu'il y a une nouvelle donne. Les prodigieuses avancées des nouvelles technologies dont l'une des manifestations est l'intelligence artificielle. J'ai espoir que l'intelligence humaine rassemblée ici à Cotonou réfléchira à trouver les moyens pour commencer à gérer cette nouvelle donne. Il est aujourd'hui à craindre que du fait de la prolifération des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, en période électorale, des personnes mal intentionnées les exploitent en vue de fragiliser et déstabiliser davantage nos États. Pour éteindre ces appréhensions, des pistes de solutions sont d'ores et déjà identifiées par le président du RIAC. Il nous appartient donc de naviguer dans cette mer numérique en réinventant constamment nos mécanismes de régulation. Et pour cela, nous devons ensemble définir des mécanismes de veille numérique capables de détecter et d'intervenir rapidement contre les dérives informationnelles. La deuxième autorité de l'État béninois, en ce qui la concerne, exhorte les responsables d'organes de régulation des médias à mettre en place un mécanisme de collaboration avec toutes les parties impliquées. La régulation médiatique des élections s'impose. Elle exige toutefois de vous une nouvelle approche, de nouveaux outils et de la coopération avec les acteurs des plateformes numériques, les journalistes, les acteurs de la société civile et les citoyens. Sur les 30 dernières années, la HAC a pris en charge la régulation des campagnes médiatiques de 5 élections présidentielles, 9 législatives et 4 élections communales. Ce colloque, dont les travaux prennent fin le 11 juillet 2025, a démarré par une conférence sur le thème « 30 ans de régulation des médias, la HAC et les mutations numériques ». Pendant ce temps, le gouvernement lance officiellement le programme africain du mini-réseau en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit d'un projet qui vise à transformer les marchés de l'énergie en Afrique en stimulant les investissements privés dans les mini-réseaux solaires à batterie au Bénin avec le soutien de Fonds pour l'environnement mondial. Reportage. Faisons du projet AMP un modèle de réussite tous ensemble, de transparence et d'impact durable. Voilà qui lance officiellement le programme africain de mini-réseau AMP au Bénin. Loin d'être un projet qui vient seulement répondre à une problématique énergétique, il vient contribuer à la transformation économique, sociale et écologique du pays. La mise en œuvre de ce programme va s'attaquer simultanément à 3 urgences majeures
dans les urgences sociales, environnementales et économiques. En tant que bras technique de l'État béninois en matière de production d'électricité, la SBPE est fière d'être à la tête de la mise en œuvre de ce projet structurant. Notre engagement est sans réserve, car derrière les infrastructures et les kilowattheures qui naîtront de ces projets, de ce programme, il y a des visages, des destins, des communautés entières qui attendent une nouvelle lumière dans leur quotidien. Fruit d'un partenariat stratégique entre le gouvernement, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial, le programme africain de mini-réseau constitue un pilier essentiel de la stratégie nationale d'accès universel à l'électricité. Il s'inscrit sur la droite ligne du programme régional Africa Mini-Grid, programme qui appuie les pays africains dans le développement des modèles économiques innovants et inclusifs pour la fourniture d'énergie à travers des mini-réseaux d'énergie à faible émission de gaz à effet de serre. Le PNUD est fier de promouvoir et d'accompagner cette vision à travers des actions concrètes portées par ce projet. L'énergie est un catalyseur de développement. Son électricité, pas d'éducation de qualité, pas de soins de santé efficaces, pas de bien-être social, pas de croissance économique durable. Le PNUD, partenaire au développement de ce projet, veut davantage travailler aux côtés du gouvernement, des collectivités locales et acteurs du secteur privé pour faire de la transition énergétique une réalité accessible à toutes et à tous. Le chemin est tout tracé et la démarche s'en suivra. On finit avec la tournée entreprise par le ministre conseiller aux infrastructures dans le département du Mono. Jacques Kayadi est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux sur le chantier de la route à Djara-Atiémé-Sebretel, une voie longue de 70 km qui va desservir 5 sur les 6 communes du Mono. Pas une pièce administrative qui manque pour accélérer les travaux. L'entreprise Sogia Satom est sur le terrain et promet livrer la route dans les délais contractuels. Ulrich Gaba. Kayadji donne un coup de fouet aux travaux d'aménagement et de construction de la route à Djara-Atiémé et Sebretel. Une route récemment lancée et qui dessert la majorité des communes du Mono. Cette visite sur le chantier permet au ministre conseiller de faire l'état des lieux de l'avancement des travaux et d'enregistrer les difficultés qui s'observent sur le chantier. Et aujourd'hui, pour un délai de 30 mois, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en consommation de délai à 27%, pour un taux d'avancement physique d'environ 12%. On n'a pas une difficulté notoire sur le chantier, si ce n'est que l'attente du CCS. Sinon, pour le moment, les travaux vont bon train. Là, on pourra travailler, nous travaillons, il n'y a pas de blocage. Donc nous avons vu que les travaux sont ralentis parce qu'il y a une pièce importante que l'entreprise n'a pas encore reçu, qui est le certificat de conformité environnementale et sociale. Bon, nous allons faire de notre mieux au retour au bureau à Cotonou pour voir comment nous allons faire pour que ce document important sorte, pour que l'entreprise puisse déployer ses moyens pour atteindre les objectifs. Le montant des travaux ici, tel que contracté avec l'entreprise Sogia Satom, est de 74 milliards pour un linéaire total de 70 km. C'est une joie renouvelée pour la première autorité de ce département qui caresse le rêve de voir ses administrés bénéficier bientôt de ce joyau qui certainement va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans le Mono. L'information que j'ai à vous donner, c'est vous dire que c'est un axe qui dessert 5 communes sur les 6 du département. Donc c'est l'un des principaux axes routiers. Et pour nous, c'est avec grande joie que nous avons accueilli cette décision du Conseil des ministres qui a annoncé sa réhabilitation. Et c'est tout heureux que nous constatons effectivement que l'entreprise est sur le terrain et que les travaux évoluent à leur rythme. Bien que les travaux n'évoluent pas au rythme qu'aurait voulu le ministre conseiller chargé des infrastructures, le chantier présente quand même une note d'espoir.
C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.